Rwanda-RDC, quand la diplomatie avoue l'inavouable, analyse de la déclaration Mukankubana. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble l'une des déclarations diplomatiques les plus explosives de ces derniers mois en Afrique centrale. L'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Mukankubana, a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a officiellement admis que son pays coordonne ses actions sécuritaires avec le mouvement rebelle AFC M23 en République démocratique du Congo. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi c'est si important? Eh bien, imaginez qu'un pays avoue publiquement qu'il travaille avec des rebelles dans un pays voisin. C'est exactement ce qui vient de se passer, et les conséquences sont énormes. Depuis des années, la communauté internationale accusait le Rwanda de soutenir secrètement le M23. Kigali niait catégoriquement. Mais aujourd'hui, c'est fini les cachotteries. L'ambassadrice a mis les cartes sur table devant le Congrès américain, et croyez-moi, cette déclaration va redéfinir toute la géopolitique de la région des Grands Lacs africains. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi cette admission change tout, ce qu'elle révèle sur les vraies motivations du Rwanda, et surtout, ce qu'elle signifie pour les millions de Congolais pris en otage dans ce conflit qui n'en finit plus. Restez avec moi, car nous allons démêler l'un des conflits les plus complexes de notre époque. Pour comprendre cette déclaration, nous devons remonter à 1994. Le génocide des Tutsis au Rwanda ne s'est pas arrêté aux frontières rwandaises. Quand le Front patriotique rwandais de Paul Kagame a pris le pouvoir, des centaines de milliers de Hutus, parmi lesquels se trouvaient les génocidaires, ont fui vers l'est de la RDC, alors appelée Aïr. Ces réfugiés ont créé les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Et c'est là que tout se complique. Ces FDLR, selon le Rwanda, ne sont pas de simples réfugiés. Ce sont les héritiers idéologiques du génocide, qui rêvent de terminer le travail commencé en 1994. Imaginez être Paul Kagame. Vous avez stoppé un génocide, reconstruit votre pays, et vous voyez vos voisins héberger ceux qui ont massacré votre peuple. Pire encore, ces groupes lancent régulièrement des incursions sur votre territoire. Que feriez-vous? C'est dans ce contexte qu'est né le M23 en 2009, officiellement à cause d'accords de paix non respectés par Kinshasa. Mais la réalité est plus complexe. Le M23, c'est en grande partie une création rwandaise pour avoir un bras armé en RDC. Pendant des années, Kigali a nié. Mais aujourd'hui, avec la déclaration de l'ambassadrice Mukankubana, nous avons enfin la vérité officielle. Écoutons attentivement les mots choisis par l'ambassadrice Mukankubana devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine. Le Rwanda engage une coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Remarquez la précision du vocabulaire. Elle ne dit pas soutien, elle dit coordination sécuritaire. Elle ne dit pas M23, elle dit AFC M23. Chaque mot a été pesé, chaque terme a une signification géopolitique précise. L'AFC, c'est l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale congolaise. Cette alliance réunit plusieurs groupes rebelles, dont le M23. Mais attention, l'AFC ne se contente pas de contrôler des territoires. Son objectif officiel? Renverser le gouvernement de Félix Tshisekedi à Kinshasa. En admettant sa coordination avec l'AFC, le Rwanda avoue donc qu'il collabore avec une coalition qui veut changer le régime en RDC. C'est énorme. C'est comme si la France admettait qu'elle coordonne avec des rebelles pour renverser le gouvernement allemand. Impensable, non? Premièrement, les preuves de l'ONU sont accablantes. Les experts onusiens ont photographié des soldats rwandais en uniforme RDF combattant aux côtés du M23. Difficile de continuer à nier l'évidence. Deuxièmement, la pression internationale s'intensifie. Les États-Unis, l'Union européenne, même les partenaires traditionnels du Rwanda commencent à perdre patience. Troisièmement, et c'est le plus important, Kigali veut reprendre le contrôle du narratif. Au lieu de subir les accusations, le Rwanda préfère justifier ses actions. Parlons franchement. Si ce conflit perdure, c'est qu'il y a des intérêts énormes en jeu. L'Est de la RDC, c'est l'une des régions les plus riches du monde en ressources minières. Coltan, or, diamants, cobalt, tout ce dont nos smartphones et nos voitures électriques ont besoin se trouve là. Le Rwanda, petit pays sans ressources minières significatives, est mystérieusement devenu l'un des plus grands exportateurs d'or et de coltan d'Afrique. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais derrière ces statistiques se cachent des millions de vies humaines. Des familles congolaises qui travaillent dans des conditions inhumaines, des enfants qui creusent à main nue pour extraire les minerais qui finiront dans nos appareils électroniques. Depuis 2022, ce conflit a déplacé plus de 7 millions de personnes dans l'est de la RDC. 7 millions. C'est la population entière de la Suisse qui a dû fuir sa maison. Des mères qui ne savent pas si elles reverront leurs enfants, des familles séparées,
des communautés entières rayées de la carte. J'ai eu l'occasion de parler avec des déplacés du Nord Kivu. Leur histoire est à la fois tragique et révoltante. Fatima, 35 ans, m'a raconté « Nous avons fui notre village quand les combats ont commencé. Mon mari a été tué, mes enfants ont faim, et je ne sais même pas si notre maison existe encore. » Goma, la capitale du Nord Kivu, vit dans la terreur. Cette ville de plus d'1 million d'habitants est littéralement encerclée par les positions du M23. Les habitants me disent qu'ils entendent les bombardements la nuit, que leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école normalement. Cette coordination sécuritaire avouée par le Rwanda bouleverse tout l'échiquier géopolitique régional. Voyons qui sont les acteurs et leurs intérêts. D'un côté, nous avons Paul Kagame, président du Rwanda depuis plus de 20 ans. Kagame, c'est l'homme fort de la région, respecté internationalement pour avoir sorti son pays du chaos post-génocide. Mais c'est aussi un dirigeant autoritaire qui ne tolère aucune opposition. Pour Kagame, la sécurité du Rwanda passe avant tout. Il a transformé son pays en Singapour de l'Afrique, mais il considère que cette réussite est menacée par l'instabilité congolaise et la présence des FDLR. De l'autre côté, Félix Tshisekedi, président de la RDC. Tshisekedi hérite d'un pays immense, riche en ressources, mais avec un État faible et une armée incapable de contrôler son territoire. Pour lui, le Rwanda mène une guerre par procuration pour piller les richesses congolaises. La FARDC, l'armée congolaise, c'est un puzzle de différents groupes, anciens rebelles intégrés, soldats mal payés, mal équipés. Comment cette armée pourrait-elle faire face au M23 soutenu par l'une des armées les plus professionnelles d'Afrique? Sur le plan international, les alliances se dessinent. Les États-Unis soutiennent officiellement la RDC, mais maintiennent des relations privilégiées avec le Rwanda. La France, traditionnellement proche de Kinshasa, durcit le ton contre Kigali. La Chine, présente partout, joue sa propre partition. L'ONU, avec sa mission MONUSCO, assiste impuissante à cette escalade. Avec plus de 12 000 casques bleus, c'est l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix au monde. Les processus de médiation se multiplient. Luanda avec l'Angola, Nairobi avec le Kenya. Mais comment médier un conflit quand l'une des parties avoue officiellement qu'elle collabore avec les rebelles? Arrêtons-nous un moment sur l'impact humain de cette coordination sécuritaire. Derrière les analyses géopolitiques se cachent des tragédies humaines à peine concevables. Statistiques avec voix grave. Depuis le début de cette crise en 2022, plus de 7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans les pays voisins, des milliers de morts civils, des centaines d'écoles fermées, des dizaines d'hôpitaux non fonctionnels. Mais les chiffres ne disent pas tout. Il y a ces enfants soldats, recrutés de force par différents groupes armés. Il y a ces femmes violées, utilisées comme armes de guerre. Il y a ces familles séparées qui ne se retrouveront peut-être jamais dans les camps de déplacés autour de Goma. Les conditions sont catastrophiques. Manque d'eau, manque de nourriture, épidémie de choléra. Et maintenant, avec l'aveu officiel rwandais, ces populations se demandent si cette guerre ne va pas durer encore des années. Marie, travailleuse humanitaire française que j'ai interviewée, me confie, depuis cette déclaration de l'ambassadrice, nous sentons que le conflit entre dans une nouvelle phase. Les populations perdent espoir. Elles réalisent que ce n'est plus une simple rébellion, mais un conflit entre États. Alors, que nous réserve l'avenir? Avec cette admission officielle rwandaise, plusieurs scénarios se dessinent. Premier scénario, le plus inquiétant, l'escalade militaire. Si la RDC décide de répliquer directement contre le Rwanda, nous pourrions assister à une guerre ouverte entre les deux pays. Avec les conséquences dramatiques que cela impliquerait pour toute la région. N'oublions pas que cette région a déjà vécu les guerres du Congo qui ont fait plus de 5 millions de morts entre 1996 et 2008. Personne ne souhaite revivre ça. Deuxième scénario, la partition de fait de l'Est de la RDC. Le M23 contrôle déjà d'importantes portions de territoire. Avec le soutien officiel rwandais, ces zones pourraient devenir des protectorats de facto du Rwanda. Imaginez un bout de la RDC administré par Kigali, avec ses propres institutions, sa propre monnaie peut-être. Ce serait un précédent dangereux pour toute l'Afrique. Troisième scénario, le plus souhaitable, une négociation inclusive. Maintenant que les cartes sont sur table, peut-être qu'un vrai dialogue peut s'engager. Avec la reconnaissance des préoccupations sécuritaires légitimes du Rwanda et le respect de la souveraineté congolaise. Mais cela nécessiterait des médiateurs crédibles et une volonté politique de tous les acteurs. L'Union africaine, l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne doivent s'impliquer davantage. Cette déclaration de l'ambassadrice Mukankubana ne concerne pas que l'Afrique. Elle pose des questions fondamentales sur le droit international et la souveraineté des États. Washington, qui a des relations privilégiées avec Kigali, se trouve dans une position délicate. Comment continuer à soutenir un pays qui avoue officiellement coordonner avec des rebelles dans un pays voisin? Au Conseil de sécurité de l'ONU, cette admission pourrait justifier des sanctions plus sévères contre le Rwanda. Mais le Rwanda a ses soutiens, notamment parmi les pays qui admirent son développement économique. Les multinationales qui achètent les minerais de la région se trouvent également dans une situation inconfortable.
Comment justifier leurs approvisionnements quand ils alimentent potentiellement un conflit? Cette crise nous en dit long sur l'Afrique d'aujourd'hui. D'un côté, nous avons des pays comme le Rwanda qui se modernisent rapidement, mais qui utilisent des méthodes anciennes pour résoudre leurs problèmes sécuritaires. De l'autre, nous avons des États fragiles comme la RDC, riches en ressources mais incapables d'assurer la sécurité de leurs citoyens. C'est le paradoxe africain. Immense potentiel d'un côté, instabilité chronique de l'autre. Cette jeunesse africaine qui rêve de développement, de démocratie, de prospérité, se retrouve otage de conflits qui la dépassent. C'est leur avenir qui se joue dans l'est de la RDC. Mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse. La déclaration de l'ambassadrice Mathilde Mukankubana marque un tournant. Fini l'hypocrisie, fini les dénégations. Le Rwanda assume désormais officiellement sa coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Mais derrière cette révélation diplomatique, il y a une réalité humaine tragique. Des millions de Congolais qui paient le prix fort de cette géopolitique brutale. Des familles déchirées, des communautés détruites, des espoirs anéantis. Et la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux. Cette admission officielle rwandaise doit être le catalyseur d'une nouvelle approche. Une approche qui prend en compte les préoccupations sécuritaires légitimes du Rwanda tout en respectant la souveraineté de la RDC. L'Afrique mérite mieux que ces conflits sans fin. Ses populations méritent la paix, le développement, la dignité. Il est temps que les leaders africains et la communauté internationale prennent leurs responsabilités. Et vous, que pensez-vous de cette révélation? Croyez-vous que cette admission peut ouvrir la voie à une solution durable? Dites-le moi en commentaire, partagez cette vidéo pour sensibiliser autour de vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos analyses géopolitiques. Le conflit Rwanda-RDC entre dans une nouvelle ère. Celle de la vérité assumée. Reste à voir si cette vérité sera au service de la paix ou de la guerre. Nous continuerons à suivre cette histoire pour vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.